Commencer cette nouvelle table ronde sur une thématique large mais fondamentale, géopolitique du pouvoir, et on va essayer effectivement, et nos intervenants qu'on a la chance d'avoir ici vont nous dire comment eux-mêmes, par le biais de la géopolitique, interprètent cette notion du pouvoir. Alors j'introduis rapidement nos intervenants. Nous avons d'abord Béatrice Gibelin, professeure honoraire à l'Université Paris 8, créatrice de l'Institut français de géopolitique. Donc, merci à vous, Béatrice, d'être parmi nous. Et Gabriel Martinez-Gros, historien, professeur émérite de Paris-Nanterre. Et idem, merci d'être parmi nous. Et autrefois Paris 8, les porosités universitaires. Très bien. Mais voilà, donc je vais vous laisser la parole pour introduire cette thématique qui est une thématique, comme je l'ai dit, à la fois très large mais aussi fondamentale sur comment la géopolitique nous aide à comprendre le pouvoir. Et peut-être pour commencer, Béatrice, je vous donne le micro et la parole. C'est ouvert ça? Bon, alors c'est parfait. On entend? Oui, bon, très bien. Oui, va officier. Bien, ben, bonjour à tous, d'être là pour cette... c'est une table ronde qui est aussi une conférence, et il nous manque celui sur lequel nous comptions, qui est Frédéric Ancel, mais il est malade. Il va même subir une opération prochainement, donc raisonnablement, il a dû nous laisser. Bon, mais on va relever le flambeau, Gabriel et moi, et pense faire un échange avec vous qui soit constructif. Alors, elle s'intitule Géopolitique du pouvoir. Je dois vous dire que spontanément, ça ne me disait pas grand-chose. Ce qui est quand même un peu curieux pour moi qui anime la revue Hérodote depuis sa création et en ayant pris la direction il y a maintenant une vingtaine d'années. Pourquoi j'étais mal à l'aise avec ce titre? Parce que le titre auquel j'avais pensé d'abord était Pouvoir et territoire. Et parce que je crois que c'est effectivement une approche importante et même fondamentale. Aujourd'hui, on entend énormément parler de géopolitique. J'allais dire en bien, comme parfois sans fondement. Ça devient un terme, comme on dit aujourd'hui, valise. Hein. Chacun y met ce qu'il veut dedans. C'est un peu une auberge espagnole. Or, pourtant, ce terme, peut-être que plusieurs d'entre vous le savent ici, ne s'est pas imposé facilement. Non seulement il ne s'est pas imposé facilement, mais quand il a été réutilisé dans la revue Hérodote, puisque nous avons changé, la revue est créée en 1976 avec un sous-titre qui s'appelle Stratégie, géographie, idéologie. Et puis en 1982, donc ça veut dire quand même 6 ans après, sur un numéro qui s'appelle La Méditerranée américaine, nous changeons le sous-titre et ça s'appelle Revue de géographie et de géopolitique, ce qui est toujours son sous-titre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce changement et qu'est-ce qui nous a amené, au fond, à parler de géopolitique? Ce qui n'allait pas de soi, car la géopolitique avait, j'allais dire, une sale odeur, un sale relent de nazisme, puisque à la période de l'hitlérisme, il y avait eu une géographie géopolitique à des fins de stratégie de conquête pour justifier, au fond, une stratégie de conquête de domination de l'Allemagne sur un très vaste espace qui serait l'Europe, voire y compris la Russie, quand on se souvient de l'opération Barbarossa. Donc, prenant des pseudo-lois, des lois de l'espace, liées à la localisation de l'Allemagne, qui se trouve effectivement dans les représentations, et j'y reviendrai, de l'Europe, au centre de l'Europe. On parle d'Europe centrale, vous allez me dire. Donc le fait d'être au centre de l'Europe alimentait une représentation, comme quoi, parce qu'ils étaient au centre de l'Europe, ils étaient destinés, d'une certaine façon, à dominer tout l'espace vital dont ils avaient besoin.
Et s'il y a bien une chose dont j'aimerais que vous vous souveniez en sortant de cette conférence, c'est qu'il n'y a pas de loi géopolitique. Il n'y a aucune loi géopolitique. Il n'y a pas de modèle géopolitique. Il y a simplement, et c'est déjà beaucoup, une méthode d'analyse pour analyser des situations de plus en plus complexes pour lesquelles, à la fois, on a besoin de s'intéresser aux rivalités entre les différents acteurs qui interviennent, qui ont un projet sur un ou des territoires. Ces acteurs ont été pendant longtemps les États, et ça a été tout le champ des relations internationales. Mais vous savez très bien aujourd'hui qu'on ne se limite pas aux acteurs étatiques, mais qu'interviennent des associations, qu'interviennent des ONG, qu'interviennent des minorités très agissantes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques, interviennent des entreprises, bien sûr, des multinationales ou de très grosses entreprises dans le cadre d'un même État. Donc on a une démultiplication du nombre des acteurs aujourd'hui. Et non seulement on a une démultiplication des nombres des acteurs, mais que ces différents acteurs ont des représentations différentes du territoire qui est en jeu. Prendre un cas très, très simple et qui n'est pas justement un cas international très conflictuel, on va prendre l'exemple de l'A69, qui est une portion d'autoroute entre en fait Toulouse et Castres, et sur une portion seulement. Et vous voyez très bien, vous avez tous entendu parler des oppositions très fortes par certains groupes contre la construction de cette autoroute, mais aussi la défense de cette autoroute par des élus locaux, que ce soit régionaux ou qu'ils soient départementaux, ou même des communes voisines ou des cantons. Et puis l'entreprise, qui est une entreprise, un laboratoire pharmaceutique, qui est le laboratoire Fabre, que vous connaissez parce que les médicaments génériques Biogarant, c'est eux qui les font. Donc c'est quand même un très gros laboratoire qui, lui, a besoin d'avoir cette autoroute parce qu'il a intimement besoin de rejoindre Toulouse très rapidement et autres. Donc on se trouve avec un conflit d'intérêts contradictoires sur une portion de territoire en fonction des intérêts des uns et des autres. Et comment le résoudre? Comme on est dans un système démocratique où il y a des lois, on a le droit de faire des recours. Donc cet A69 qui est pensé au milieu des années 90 n'est toujours pas terminé en 2025. Il est bien évident que les contextes ont changé entre le milieu des années 90 et 2025. Donc ceci relève d'une analyse géopolitique, comprendre le rôle des acteurs, comprendre leur représentation contradictoire du territoire, de façon à essayer de dénouer ce qui peut être parfois presque un nœud gordien dont on n'arrive pas à sortir, si vous voulez. Et quels sont les intérêts des uns et des autres? Parce que tout le monde discourt au nom du bien commun. Bien sûr, personne ne va dire qu'il discourt en fonction de son propre intérêt, ce qui est bien évidemment, seul le bien commun m'intéresse. Mais derrière le bien commun, il y a bien évidemment mes intérêts. Donc, une analyse géopolitique, c'est important de se rendre compte qu'elle doit effectivement travailler, c'est une analyse très spatialisée, toujours, qui prend des rapports de force sur des territoires plus ou moins précis, et ces territoires n'étant pas forcément limités à un seul niveau d'analyse, mais pouvant avoir des conséquences à des niveaux beaucoup plus larges. Bon, le cas le plus emblématique qu'on cite toujours, c'est comment, à partir simplement de la vieille ville de Jérusalem, qui, je vous rappelle, tiendrait sur la place de la Concorde, pour vous donner une idée quand même de sa surface, ce qui est quand même important d'avoir les ordres de grandeur en tête, comment cette vieille ville de Jérusalem et l'esplanade des mosquées, qui est encore beaucoup plus petite sur cette vieille ville de Jérusalem, et j'ai à côté de moi un éminent historien de toute cette période qui ne va pas, je crois, me contredire là-dessus, et cette esplanade des mosquées, par provocation, que ce soit d'un élu israélien, comme on en a vu avec Sharon, qui va faire des provocations, peut générer des réactions extrêmement violentes
de la part des Palestiniens musulmans qui peuvent entraîner des conséquences qui ne vont pas s'arrêter à l'esplanade, bien évidemment, mais qui vont réveiller un affrontement, voire peut-être dégénérer en intifada entre les Palestiniens et la police israélienne, et puis se mettre du coup à réanimer ou réactiver plutôt les tensions qu'on peut avoir sur un espace plus large qui va être l'espace du Moyen-Orient. Et puis on va encore monter dans un niveau d'analyse. Et si on a les États-Unis qui rentrent en jeu dans cette affaire, vous voyez de quelque chose qui s'est passé sur un territoire de l'ordre de quelques dizaines de mètres carrés, allez, on va dire une centaine de mètres carrés, peut arriver à des conséquences avec une déflagration qui soit beaucoup plus importante. Et c'est ça, la géopolitique, c'est être capable de prendre en compte les différents niveaux d'analyse. Et pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé sur l'esplanade des mosquées peut avoir un impact aussi colossal, eh bien, c'est parce que là, j'ai besoin de l'histoire. J'ai besoin de l'histoire avec à la fois des temps assez courts, mais des temps nettement plus longs, voire extrêmement longs, puisque je vais retourner jusqu'à l'existence du temple qui a été détruit, pour lesquels les Juifs estiment qu'ils sont les premiers à être légitimement présents sur ce territoire. Et cette représentation de l'antériorité est une représentation absolument fondamentale, qu'on voit toujours réanimer, relancer dans les débats géopolitiques. On était là avant, on est les premiers. Et le fait d'être les premiers pourrait effacer tout ce qui s'est passé après. Mais il faut tenir compte de cette représentation, parce qu'elle est mobilisatrice. Et ça, c'est une des deuxièmes caractéristiques, si vous voulez, de la méthode géopolitique, c'est prendre en compte les représentations des différents acteurs, y compris celles des acteurs que nous n'aimons pas. Ça vous semble aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Parce que prendre les représentations des acteurs qu'on n'apprécie pas, en tant que citoyen, j'ai le droit à tous les engagements que je veux. En tant qu'analyste géopolitique, j'ai le devoir de regarder comment ça se passe dans les deux camps. Et parfois, c'est plus que les deux camps. Il n'y en a pas deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Je suis obligée de comprendre les stratégies qui sont mises en œuvre, les représentations qui les animent, que ces représentations soient justes ou pas, qu'elles aient un fondement historique ou pas, qu'elles soient complètement construites ou pas. Ce qui est important, c'est comment les représentations vont trouver un écho au sein d'une société qui va pouvoir se mobiliser pour le combat qui va lui sembler juste. Même si les arguments, j'allais dire, historiques, les faits précis ne correspondent pas à cette mobilisation, qu'importe. À partir du moment où vous avez touché sur la mobilisation, vous n'arrivez plus à rentrer de nouveau dans une analyse rationnelle, nuancée et mesurée. Et le travail de la géopolitique, c'est justement de regarder, de présenter les représentations contradictoires, et j'insiste, y compris celles qui sont fausses, de les prendre en compte si elles sont mobilisatrices pour un combat politique. Et peut-être certains d'entre vous étaient au débat de cette fin de matinée sur le Moyen-Orient, qui était un débat de très grande qualité, mais il y a eu un grand absent dans ce débat. C'est la stratégie des Palestiniens. Il n'y avait de stratégie que du côté israélien. Mais alors quoi? Les Palestiniens n'ont rien fait. Comment ont-ils réagi? Comment ont-ils analysé la stratégie des Israéliens? Comment ont-ils essayé d'y riposter? Personne n'en a dit un mot. Et là, pour moi, c'est une analyse géopolitique borgne, tronquée. On a besoin de regarder ce qui se passe dans l'autre camp pour comprendre pourquoi on en est là. Pourquoi on en est là? Alors, soit on estime que par essence les Palestiniens sont incapables de s'organiser et de réagir, mais enfin, quelle attitude absolument méprisante, quelle attitude dominatrice. Je vais aller jusqu'au bout, quelle attitude au fond coloniale.
Alors les Palestiniens ne pourraient pas penser une stratégie, ne pourraient pas penser à résister. Et seul le machiavélisme américain et israélien pourrait les avoir manipulés de cette façon. Donc ça sert à ça, la géopolitique. Ça sert à essayer de comprendre, y compris les choses qui ne nous font pas plaisir, y compris ce que nous n'aimons pas. En tant que citoyen, j'ai le droit de m'engager pour le combat des Palestiniens, bien évidemment. En tant que spécialiste de géopolitique, j'ai impérativement l'obligation d'aller regarder les stratégies des uns et des autres. Et pour ce faire, pour comprendre pourquoi la stratégie est celle-ci et pourquoi elle est autre chez l'adversaire, alors j'ai besoin de l'histoire. Car je n'ai pas d'analyse géopolitique sans territoire et sans prise en compte des temps courts, des temps moyens et des temps parfois très longs. Gabriel, c'est à toi. Alors, merci Béatrice de cette première et grande leçon de géopolitique que j'apprécie particulièrement. Alors, je regrette que celui que vous attendiez tous, sans doute, c'est-à-dire Frédéric, ne soit pas là. Malheureusement, on va essayer d'y suppléer aussi bien que nous pourrons. Et pour ma part, je vais essayer d'être bref, de telle sorte de vous laisser le plus de paroles possible. Et je vais essayer de m'inscrire dans ce que disait Béatrice, c'est-à-dire, bien qu'historien, je vais essayer de trouver du territoire dans ce que je dirais. Bien sûr, la plupart du temps, oui, bien sûr. Donc voilà, ma spécialité depuis quelques années, après de longues études sur l'Espagne musulmane ou sur l'Andalouse, comme on dit de façon plus distinguée maintenant, ma spécialité, c'est devenu les empires. C'est pour ça que je suis chez moi dans ce cinéma qui portait le bon nom. Les empires analysés à la lumière de la théorie du plus grand historien arabe du Moyen-Âge. Ça veut dire que les Arabes peuvent avoir une stratégie et même une pensée et même une théorie. C'est ce que disait Béatrice à propos du fait que la géopolitique, c'était un instrument d'analyse. Une théorie, c'est un instrument d'analyse et ça n'est qu'un instrument d'analyse. En l'occurrence, celle d'Ibn Khaldoun sert à cela. Cette théorie, évidemment, je l'ai travaillée, je l'ai élargie, ou j'ai essayé de l'élargir à des horizons géographiques. Ibn Khaldoun, qui est né à Tunis en 1332 et mort au Caire en 1406, donc vous voyez, pour l'essentiel, c'est un homme du XIVe siècle, des horizons que Ibn Khaldoun ignorait complètement, par exemple la Chine, par exemple l'Empire romain qu'il connaissait très mal. Et je l'ai élargi d'abord en m'imposant le nom d'empire qu'Ibn Khaldoun ignore. Pour lui, ça s'appelle l'État, tout simplement. Il n'y a pas d'autre État que l'État impérial, donc je vais essayer de vous donner à peu près les grandes caractéristiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un empire? Le premier constituant d'un empire, c'est géographiquement et démographiquement une masse de population dense, productive, et relativement plus prospère que les tribus clairsemées qui l'environnent. En quelque sorte, le premier constituant de l'Empire, mais seulement le premier, intervient lorsqu'une dénivellation de densité de population intervient dans l'histoire de l'humanité. Et c'est très tard, en fait. Enfin, très tard, pour ceux qui analysent le temps très long. Il n'y a pas d'empire avant le premier millénaire, en gros, avant notre ère, faute de masse critique démographique et productive. D'abord au Moyen-Orient, c'est là qu'elle apparaît, probablement en premier, en Mésopotamie, sans doute d'abord, et puis en Égypte au 3e, 2e millénaire avant notre ère, puis en Chine du Nord, plus tard en Mésoamérique. Voilà. Mais ça n'est que le premier des constituants. Cette masse productive ne fait empire que lorsqu'elle est conquise. C'est le mot décisif, lorsqu'elle est soumise, lorsqu'elle est dominée, lorsqu'elle est exploitée par une de ses marges, c'est-à-dire par un groupe conquérant de tribus qui lève sur la majorité laborieuse, sur la majorité productive, le tribut ou l'impôt, et qui permet ainsi la première mobilisation du capital et la première circulation du capital. La première circulation du capital, c'est l'impôt.
ou c'est le pillage si vous préférez, mais ce pillage abonné, comme on aurait dit au Moyen-Âge, qu'on appelle l'impôt. C'est-à-dire qu'on vous pille tous les ans. Hein, voilà. Vous connaissez, vous savez ça. Et donc, voilà, c'est cela, l'Empire. C'est-à-dire que toutes les premières configurations impériales de l'histoire, si vous y jetez un œil, même presque distrait, presque à première vue, l'Assyrie, hein, en premier, l'Empire perse achéménide, la Macédoine, puis Rome, viennent des marges du monde dense et productive, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, la Méditerranée orientale pour Rome. Hein. Rome est une marge de la Méditerranée orientale qu'elle conquiert hein, au IIe siècle avant notre ère. Il y a donc une sorte de point d'empire, on pourrait dire, comme il y a un point de fusion des métaux. Ce point d'empire, c'est le moment où des minorités l'emportent sur des majorités. C'est contre-intuitif, évidemment. Mais il n'y a pas d'empire s'il n'y a pas la victoire d'une minorité sur d'énormes majorités plus productives, plus denses, plus riches, plus prospères, et parce qu'elles sont plus denses, plus riches et plus prospères, qui ont abandonné la carrière des armes, en quelque sorte, au profit de ces minorités conquérantes, ou qui ne réussissent pas à résister à ces minorités conquérantes, qui font empire par la combinaison de leur violence et de la productivité ou de l'activité des centres productifs. Donc la caractéristique la plus forte de l'Empire, c'est cela, c'est cette combinaison entre une immense majorité laborieuse, pacifiée, désarmée, et une petite minorité en charge de la violence et de la souveraineté, parce que la violence donne la souveraineté, hein, tout simplement. Sinon que la majorité productive reprend l'avantage avec le temps, en imposant à terme aux, entre guillemets, barbares, puisque c'est ainsi en général qu'elle désigne la minorité violente qui l'a conquise, en imposant aux barbares qui la gouvernent ses valeurs, ses dieux, sa langue, son art, ses productions de luxe, sa civilisation, pour le dire en un mot, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui. La Grèce civilise Rome, les Francs adoptent à la fois la religion chrétienne et la langue latine de leurs sujets conquis gallo-romains. Voilà, et ça donne des Français, hein, c'est-à-dire des Français qui n'ont plus rien à voir avec la population, la petite population germanique qui a conquis la Gaule et qui lui a donné son nom de France. Voilà, les deux sociétés, Ibn Khaldoun dit sédentaire pour la société productive et il dit bédouine, la société bédouine pour la société violente. Ces sociétés ont des valeurs antagonistes. D'un côté, pour la société violente, évidemment, le courage et les solidarités. C'est sans doute le mot essentiel, d'où vient le mot central de la théorie d'Ibn Khaldoun, al-Sabiya en arabe, qui veut dire justement le lien, hein, les liens extrêmement forts, les liens de solidarité extrêmement forts. Tandis que de l'autre, la société productive a pour vertu et pour valeur essentielle d'abord la paix impériale, hein, la fameuse paix romaine, l'étude, le savoir-faire, l'individualisme, et même une forme de lâcheté sans lesquelles il n'y a pas de civilisation, dit Ibn Khaldoun. La civilisation suppose un peu de lâcheté, sans quoi le combat serait permanent. Hein, donc vous voyez que à terme, ce sont ces valeurs sédentaires qui l'emportent, c'est donc la lâcheté qui finit par l'emporter sur le courage, hein, parce que les sédentaires sont les maîtres des horloges, comme dirait quelqu'un que nous connaissons tous bien, ce sont les maîtres des projets, ce sont les maîtres des investissements, ce sont les maîtres de la construction du futur. Et donc, à terme, ce sont eux qui finissent par l'emporter sur le courage, en quelque sorte, des violents. L'histoire est une déperdition, pour Ibn Khaldoun, des valeurs viriles. On donne son assentiment ou pas, hein, mais peu importe. Donc, l'Empire est essentiellement une affaire de concentration de richesses et de circulation de richesses. Hein. C'est une affaire de richesse, tout simplement. Hein. Donc l'Empire s'étend à l'ensemble des terres productives
dans son horizon. Tous les hommes sous le ciel, disait le premier empereur chinois, hein, mais pas au-delà. Pas au-delà, c'est-à-dire pas là où la pauvreté et le faible nombre des populations, leur éventuelle résistance à la conquête aussi, rendent cette conquête non rentable, en quelque sorte. Par exemple, Rome abandonne la conquête de la Germanie, ça n'a aucun intérêt. Rome abandonne la prise en main du Sahara, ça n'a aucun intérêt. Rome abandonne l'Écosse, ça n'a aucun intérêt. Hein, il y a trop peu de monde et ils sont trop violents. Hein, les conquérir coûterait beaucoup plus cher que l'impôt qu'on pourrait en tirer. Donc on s'arrête là, tout simplement. Hein. Donc l'Empire n'est pas conquérant. Lorsqu'encore aujourd'hui vous voyez une civilisation, une culture ou une entité politique belliqueuse, concluez tout simplement que ce n'est pas un empire. Quand vous voyez au contraire une entité politique qui répugne absolument à la violence et qui ne s'intéresse qu'à l'adjonction de terres productives, alors c'est un empire. Donc l'Europe est un empire et pas la Russie. Hein. Donc les États-Unis de Trump, si on pense dans un certain sens ou sur un certain versant de Trump, car que Trump est quelqu'un d'extrêmement complexe, est un empire aussi. Hein. Son intérêt exclusif pour la chose économique est impérial. En revanche, son nationalisme ne l'est pas, évidemment. Hein. Voilà. Donc l'empire n'est absolument pas conquérant, hein, n'est absolument pas belliqueux. En revanche, et à ses propres yeux, l'Empire est seul au monde, puisqu'il rassemble toutes les terres civilisées dans son horizon. Et donc, il est seul au monde. L'Empire ne reconnaît pas d'autres empires. Il ne traite qu'avec des barbares, selon des termes simples. Des barbares vient la violence dont l'Empire a besoin pour exercer la coercition de l'État sur ses propres sujets, et pour assurer aussi la défense de ces sujets, puisqu'il les a désarmés, donc il les a placés en situation de faiblesse. Et de l'Empire vers les barbares viennent en revanche et en retour toutes les productions de luxe dont les barbares rêvent et par lesquelles l'Empire les fascine, y compris, bien entendu, les idées et les religions, qui sont des productions de luxe. Bien entendu, la production de luxe de la fin de l'Empire romain, ça s'appelle le christianisme. C'est la production du luxe suprême. Hein, c'est tellement compliqué que les barbares en restent baba. Hein, c'est extra. Et ils se convertissent, bien sûr. De la même façon, l'islam aura sa production de luxe, qui s'appelle l'islam, par exemple en Afrique, en Indonésie, etc. Et la Chine, bien sûr, a sa production de luxe, aussi bien la soie, la porcelaine ou la laque que le confucianisme. Hein, ça va de soi. Voilà. Et enfin, et pour finir, concrètement, un empire, c'est pas moins de 10% de la population mondiale. Hein. C'est ce que pesait à peu près l'empire achéménide, probablement, 20 ou 25 millions d'habitants sur un peu moins de 200 millions d'habitants aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Au moins, hein, je dis bien, et c'est le splendide isolement. Donc Rome a été un empire, la Chine a été un empire, l'empire islamique du Moyen-Âge est un empire, l'Inde islamique des 16e, 18e siècles est un empire, indiscutablement, mais l'Occident n'a jamais connu, et je m'arrête là pour une éventuelle discussion ou une éventuelle provocation, l'Occident n'a jamais connu d'empire, après l'Empire romain. Hein, ça n'existe pas dans l'histoire de l'Occident. Hein, et que ça n'existe pas est un vrai problème. Hein, je veux dire, pourquoi ça n'existe pas? Et est-ce que, si ça n'a pas existé, est-ce que c'est en train d'exister? Est-ce que c'est en train de naître? C'est une possibilité, mais je laisse cette possibilité pour la discussion. Voilà. Je dois dire que Gabriel commence fort, puisque là, on part, j'allais dire, à rebrousse-poil d'un certain nombre de représentations. Alors, il n'y a pas d'empire depuis l'Empire romain à l'Occident si nous acceptons la définition qu'en donne Ebraldoun. C'est quand même la condition sine qua non. Et dire l'Europe est un empire, en fonction de ce que tu as défini, à part que l'Europe n'est pas dans une coercition et que chacun est libre ou pas d'adhérer avec un certain nombre de règles. Mais ce sont les États qui décident de rejoindre l'Europe. Et on peut même en partir. On l'a vu avec le Brexit.
Donc, il faut faire attention à ne pas tomber dans certains anachronismes. La logique d'Ibn Khaldoun, qui est un homme du XIVe siècle, effectivement, dans sa représentation, parce que c'en est une, de comment est organisé ce que tu appelles l'État à ce moment-là, qui est un État qui n'est pas exactement les États que nous connaissons non plus. Hein. C'est pour ça qu'empire est utile, parce qu'évidemment, ça nous, j'allais dire, décale d'une certaine façon par rapport à l'État. Mais dans ce que dit Ibn Khaldoun, il y a des permanences qu'on va pouvoir, par exemple, le fait que la majorité, installée, j'allais dire, dans son confort de majorité, avec une productivité suffisante qui éloigne peut-être des famines douloureuses, qui permet le développement de la culture, des arts, des lettres, et Gabriel a rappelé en disant, et qui perd par souci de la paix, qui ne veut plus de la guerre. Ne sommes-nous pas en ce moment au seuil de quelque chose qui ressemblerait à ça au sein de l'Europe? L'ADN de l'Europe, c'est la paix. C'est, après 2 effroyables guerres mondiales, se dire, allez, on fait la paix. C'est-à-dire que cette entente volontaire entre Français et Allemands, parce que c'était là quand même que ça se jouait, qui eût dit que dans un laps de temps aussi court, il y aurait cette volonté de créer, que ce soit la communauté économique du charbon et de l'acier, CK, un projet même étonnant, celui de la CED, la Communauté européenne de défense, que la France, in fine, a refusé. C'est pour ça que quand on se dit aujourd'hui, mais Israël et les Palestiniens, c'est terminé, c'est pas possible, il y a trop de haine. Souvenons-nous la haine qu'il y avait entre les Français et les Allemands. Et regardez comme cette méfiance vis-à-vis des Allemands est toujours plus ou moins sous-jacente aujourd'hui en France. Prenons un leader comme Jean-Luc Mélenchon, il est dans une hostilité réelle à l'Allemagne et qui date de cette histoire. Et cette représentation est toujours active. Donc, dans ce que Gabriel a rappelé dans la pensée d'Ibn Khaldoun, c'est pour ça que je l'ai noté, c'est de dire qu'en fait, effectivement, l'abandon des armes. Et cet abandon des armes nous rend vulnérables. Quand vous avez à la marge, c'est une marge assez particulière, vu que c'est un État qui est le plus grand État en superficie du monde. Bon, la Russie décide l'offensive, on est désarçonné. Certains réagissent très vite. Et ce qui réagit le plus vite, c'est les Ukrainiens. C'est-à-dire sur quelque chose qu'on n'attendait pas, État extrêmement corrompu, ce que tout le monde disait, le petit frère du grand frère, donc on n'allait quand même pas se battre avec son frère, encore que, hein, bon, passons, et la surprise qui nous a obligés, nous, Européens, à réagir quand on a vu d'une certaine façon le courage, et encore actuellement le courage des Ukrainiens, quand leur Premier ministre, leur président, Volodymyr Zelensky, dit « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes ». Car qu'est-ce qu'on lui propose dans un premier temps? C'est de s'exiler et non pas de combattre. Donc, les représentations de l'analyse d'Ibn Khaldoun, elles ont encore une certaine, j'allais dire, un certain écho, hein, aujourd'hui, dans quelque chose qui a été pensé au XIVe siècle, hein, en disant, mais c'est des marges, au fond, qu'on réattaque une majorité qui s'endort un peu d'une certaine façon sur ses lauriers. On peut les voir comme ça. Alors, ça ne veut pas dire toujours que la majorité s'endort sur ses lauriers. Ce n'est pas toujours le cas. Et il est possible, parce qu'il y a des valeurs auxquelles on tient, comme les Ukrainiens l'ont montré, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie, de la liberté, de la souveraineté, c'est-à-dire d'avoir le choix d'aller soit vers l'Union européenne ou de ne pas y aller. Mais seul le peuple ukrainien
a le droit, voire le devoir, de faire ce choix-là lui-même. Donc on est bien dans une analyse pensée au XIVe siècle qui aujourd'hui, par certains de ses caractéristiques, peut nous être encore utile. Et c'est très intéressant justement de se décentrer avec les temps longs et de la nécessité d'avoir besoin des temps longs. Si nous revenons sur un conflit effroyable, qui est le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, bon, il est bien évident comment on en est là. Comment en est-on arrivé là? Là aussi, par une série de représentations qui ont joué leur rôle. En particulier, une représentation qu'il y avait dans le monde arabe, c'était que les Juifs ne savaient pas se battre. Les Juifs n'étaient pas des guerriers. Avec tout un discours un peu sur le côté féminin des Juifs qu'il y avait. Et ils ont été surpris, au fond, d'avoir une armée de Sahel à laquelle ils ne s'entendaient pas. Et ils se sont dit, mais attendez, on va rejouer les croisades. Ça ne va pas durer, on va les remettre à la mer. Donc, pas de question de faire un deal avec eux, pas question de faire un traité avec eux, pas question de lâcher la moindre parcelle de territoire. On reprendra tout. Et nous sommes en 1948 et nous sommes aujourd'hui en 2025. Pardon, ben oui, excuse-moi. En 2025, avec cette situation absolument dramatique, tragique, où l'existence même d'un État palestinien, compte tenu du grignotage mis en place depuis 1948 dans une stratégie de conquête du territoire, bien évidemment, pas à pas, petit morceau par petit morceau, avec des à-coups qui sont liés à la guerre de 67, par exemple, hein, ou à celle de 73, ou ces à-coups qui vont faire qu'on va gagner toute la Galilée, où on va gagner Jérusalem-Est, où on va prendre du territoire à l'autre. Et ce matin, il y avait Pierre Blanc qui expliquait, au fond, cette forme d'emprise du territoire, hein, du grignotage de ce territoire. Et la question qui se pose, et je pense qu'Ibraldoun n'a pas forcément la réponse non plus, c'est pourquoi s'être laissé grignoter le territoire comme ça? Qu'est-ce qui a fait? Parce que, vous savez, au début, on ne parlait pas de Palestiniens, on parlait d'Arabes. Souvenez-vous, pour les plus âgés d'entre vous, c'est peut-être moi la plus âgée d'ailleurs, quand on parlait on parlait toujours de guerre israélo-arabe. On a parlé, pas depuis si longtemps, d'israélo-palestinienne. On va dire dans les années 80, moi je dirais. Hein, bon, même jusqu'à 90. Donc qu'est-ce qui fait qu'on change au fond d'appellation, et ça dit beaucoup de choses, des appellations, pour passer d'une guerre israélo-arabe à une guerre palestinienne? Le rôle d'Arafat dans cette affaire, pour retrouver au fond une sorte d'existence au peuple palestinien, il a joué un rôle important dedans. Mais il se voyait aussi, Arafat, si on veut bien s'en souvenir, comme devenant le grand leader du monde arabe. Et ça devrait être lui qui, après Nasser, aurait dû être le grand leader. Donc ces représentations entre monde palestinien, ou peuple palestinien plutôt, et monde arabe, avec cette immensité de superficie et de population, alors là, pour le coup, comme tu le disais, avec des densités importantes, parce que Israël, au départ, c'est quoi? 1 million d'habitants. Un peu moins même, hein, on compte en centaines de milliers. Bon, peut-être que les Palestiniens sont déjà peut-être plus nombreux, à 200 000 près, ou quelque chose comme ça, si tu es d'accord. Bon, qu'est-ce qui fait qu'avec un monde arabe aussi grand et devenu aussi riche avec le pétrole, n'arrive pas à régler ce problème-là? C'est une question de fond, c'est une question importante. Alors on peut dire haro sur les Israéliens, et il y a des tas de raisons de dire haro sur les Israéliens, bien sûr. Haro sur les Américains, et il y a des tas de raisons de dire haro sur les Américains. Mais ce n'est pas ça qui va nous expliquer comment on en est là. Et c'est la géopolitique a ce rôle, a ce devoir d'essayer de regarder toute la complexité des situations. Quand on fait de la géopolitique, je n'ai pas des méchants d'un côté et des bons de l'autre.
en tant que citoyen, j'ai le droit de choisir qui est pour moi le bon, qui est pour moi le méchant. Ça, c'est ma conviction citoyenne. Mais quand je fais une analyse de géopolitique, c'est pas ça que je dois dire. Je dois impérativement, que ça me fasse plaisir ou pas, regarder exactement comment les choses se passent sur le territoire, quels sont les acteurs qui jouent, en fonction de quelle représentation contemporaine, historique, hein, même sur des temps très très longs. Il faut tenir compte des temps courts et des temps longs, car parfois les temps longs sont très mobilisateurs de représentations qui deviennent, j'allais dire, comme des acteurs dans un conflit. Hein. Donc c'est absolument fondamental. Et sur ce conflit-là, qui est quand même un conflit qui met en danger tellement de choses. C'est pas seulement Israël et la Palestine, c'est beaucoup plus que ça. Sur la décomposition totale du Moyen-Orient, sur ce qui se passe avec l'Iran. Bref, on peut jouer des niveaux d'analyse jusqu'au niveau planétaire. C'est extrêmement important. Et ce que disait aussi Ibn Khaldoun, et je reprends ça, c'est courage et solidarité. Et cette solidarité est aujourd'hui, c'est-à-dire comment ces minorités agissantes à la conquête se serrent les coudes parce qu'elles ont un projet, parce qu'il y a une vision, parce qu'on est dans la possibilité de gagner quelque chose. Hein. Et cette solidarité, et peut-être on va en discuter de toute façon, dans quelle mesure on a eu peut-être une solidarité au sein d'Israël et dans quelle mesure, et je pèse mes mots et je suis prudente, n'a-t-on pas eu de solidarité au sein des Palestiniens? Puisque nous avons toujours eu une division entre plusieurs, j'allais dire, pas partis ou mouvements. Hein. Il a fallu le savoir-faire d'Arafat et des circonstances très particulières pour réussir à faire l'OLP et à réunir dans un même ensemble au moins 3 ou 4 mouvements différents, certains très violents, très radicaux, d'autres plus modérés. Et seul Arafat avait réussi, après ô combien de difficultés et de graves problèmes, à essayer de faire parler les Palestiniens d'une seule voix. Et vous voyez bien comment, relativement rapidement, avec le machiavélisme israélien, ça je ne l'enlève pas du tout, mais qui divisé pour régner, il y a longtemps que les Britanniques leur avaient appris ça, et c'était à ce moment-là la possibilité de casser ce qui pouvait faire une union palestinienne, Cisjordanie, Gaza. Et à partir du moment où on a une rupture entre la Cisjordanie et Gaza, alors on va avoir les conditions, effectivement, pour une radicalisation qui va pouvoir s'expliquer, je ne le conteste pas, mais c'est simplement, j'essaye d'expliquer comment cette situation géopolitique relève véritablement, et c'est ça qui était extrêmement intéressant, justement de cette idée de courage et de solidarité. Du courage, les Palestiniens en ont, il leur faudrait aussi la solidarité. On va vous laisser la parole. Hein, on attend vos questions. Si vous entendez. Oui, on a 1 heure. Oui. Bonjour, oui. Je me présente. Oui. On vous voit pas. Hein. On vous voit pas, mais ça fait rien. S'il vous plaît, ici. À gauche. D'accord. À gauche. Encore à gauche. Là-bas, voilà. Là-bas. Voilà. Bonjour. Je me présente, Yves Depoux, professeur d'histoire retraité. Vous avez parlé de l'Empire, mais oui. Donc l'Empire de Charlemagne, qui s'est quand même construit, qui a ensuite développé une culture, la Renaissance carolingienne, qui a ensuite développé une écriture, qui a développé une religion. Et puis par contre, à partir de son fils Louis le Pieux, effectivement, ce territoire conquérant qui était celui de Charlemagne est devenu beaucoup plus pacifique. Et puis, il a ensuite accouché du Saint-Empire romain germanique qui a quand même une durée de près de 1000 ans. Donc, c'est quand même... Et le Saint-Empire romain germanique, comme le disait Ibn Khaldoun, n'est pas
n'est pas vraiment agressif. Absolument. Non, mais vous mettez précisément le doigt sur le point névralgique, monsieur. C'est-à-dire que si le mot empire a traversé l'histoire de l'Occident, et vous pourriez citer, vous avez cité l'empire de Charlemagne à très juste titre, hein, mais vous auriez pu citer et vous avez cité d'ailleurs l'empire germanique, le Saint-Empire romain germanique, comme on dit quelquefois, l'empire russe, et 2 ou 3 autres formations austro-hongrois. Toutes ces formations, de près ou de loin, réclament leur titre d'empire de l'empire romain. Hein, bien sûr. Il n'y a qu'un seul empire, qui est l'empire romain. D'ailleurs, Charlemagne est couronné à Rome, et il a été auparavant sacré roi des Francs, mais il n'est pas sacré empereur des Romains, parce qu'on ne sacre pas l'empereur des Romains, on le couronne. Hein. Et donc, cet empire, c'est l'empire romain qui le reconstitue. Hein. Il a 2 capitales, cet empire, la vieille Austrasie où nous nous trouvons. Hein. Nous sommes en pleine Austrasie, dans la terre des ancêtres, dans la lignée ancestrale des Pipinides ou des Carolingiens, et Rome, hein, Aix-la-Chapelle et Rome, voilà. Mais l'empire germanique, c'est évidemment l'empire romain, puisque c'est la suite de l'empire de Charlemagne. L'empire russe, c'est l'empire romain, puisque c'est la suite de Byzance. L'empire austro-hongrois, bien entendu, c'est l'empire romain, puisque c'est l'empire germanique, hein, le Saint-Empire romain germanique. Et lorsque Bismarck proclame dans la Galerie des Glaces, Bismarck et son souverain, proclame dans la Galerie des Glaces en 1871 le deuxième Reich. Si c'est le deuxième, c'est qu'il vient après l'Empire des Habsbourg. Donc c'est l'Empire romain. En fait, ce que Bismarck proclame en 1871, c'est la renaissance de l'Empire romain, dont Bonaparte avait privé, enfin Napoléon, pardon, avait privé en 1806, après sa victoire d'Austerlitz, les Habsbourg. Donc il y a un souvenir, une nostalgie d'empire qui traverse toute l'histoire de l'Occident, j'en suis complètement d'accord avec vous, mais cet empire, c'est tout simplement l'Empire romain, il n'y en a jamais eu qu'un. Hein. Le mot même empereur, imperator, le dit assez, hein, imperator, c'est le commandant en chef, vous savez, en latin, et voilà. Hein, bon, nous sommes tous des Romains, nous parlons d'ailleurs une langue qui, comme vous le savez, est un latin à peine déformé, hein, ce que nous sommes en train de parler en ce moment. Le français, c'est du latin quasiment, hein, c'est du latin presque pour plus de 95% de son vocabulaire, de sa structure grammaticale. Voilà, bon. C'est bien. C'est bien. Donc, voilà. Mais je vous en prie, merci de la question, elle est très bonne. À l'agrégation d'histoire cette année, la question c'est justement les empires médiévaux, la question c'est-à-dire Byzance, l'empire carolingien et l'empire islamique qui leur fait face. Voilà. Tu vas avoir de quoi faire. Je m'en occupe plus. Je suis un honorable retraité. Oui, madame, pardon. Oui, merci. Merci, madame, monsieur. Je voudrais faire un petit peu le lien entre vos définitions un peu académiques, hein, et qui aboutissent à une définition de l'impérialisme quand même qui est assez contre-intuitive. Et ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'argumentaires, surtout ceux qui veulent faire preuve d'esprit géopolitique, c'est-à-dire avoir du recul, il faut du temps. Et ces gens-là, en général, ils n'ont pas la parole parce qu'on leur dit d'aller vite. Et il y a 2 termes qui reviennent constamment et dont je voudrais votre vision de la définition, puisque les définitions, apparemment, c'est pas gravé dans le marbre. Empire, ok, hein, ça, vous avez bien expliqué. Mais impérialisme et colonialisme, on voit pour les gens qui sont, on va dire, les woke, là, hein, ceux de gauche, ils emploient toujours ces termes-là, sans trop faire la différence. Quelle est votre différence faut-il faire entre impérialisme et colonialisme? Bon, déjà, entre empire et impérialisme. D'accord. Et empire, ensuite, impérialisme et après impérialisme et colonialisme. Merci. Très bien savoir. Vas-y. Bon, alors, impérialisme, le mot naît dans l'œuvre
d'un journaliste britannique du nom de Hobson en 1902, au moment de la guerre des Boers. Et l'impérialisme dont il s'agit, c'est celui de l'Empire britannique, hein, qui est alors en train de conquérir l'Afrique du Sud au détriment des malheureux Afrikaners. Hein. La fortune du mot, qui aurait été rapidement oubliée sans cela, tient à ce que Lénine le reprend, évidemment, dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. L'idée étant que l'amélioration de la situation ouvrière en Europe, remarquée par les marxistes sociodémocrates allemands, Bernstein et Kautsky, mais surtout Bernstein à partir de 1900, qui dit mais ça marche pas, hein, la situation est en train de s'améliorer, la situation de la classe ouvrière allemande est en train de s'améliorer, et Lénine répond elle ne s'améliore que parce que la charge du capitalisme s'est reportée sur les peuples coloniaux, en gros. Hein, ce sont les peuples coloniaux qui sont en train de payer l'amélioration toute provisoire, bien entendu, de la condition ouvrière en Europe. Coloniaux et semi-coloniaux, y compris la paysannerie russe. Voilà, je te laisse pour colonialisme peut-être, hein. Parce que l'impérialisme, finalement, c'est relativement facile. Le mot devient extrêmement populaire avec le léninisme, hein, donc avec le communisme soviétique des années 20, puis évidemment après la Seconde Guerre mondiale. Mais pour aller juste un peu plus loin, il va aussi connaître ce terme impérialisme, un renouveau, enfin une diffusion très large par le rôle d'un État qui n'a pas été un État colonisateur, mais qui a été un État colonisé, qui sont les États-Unis, et qui deviennent à ce moment-là impérialistes dans la mesure où ils prennent le contrôle, ou veulent prendre le contrôle de ce qu'on a appelé après, beaucoup plus tard, un étranger proche, c'est-à-dire dans ce qui était soit le continent américain et l'Amérique latine, bien évidemment, par le biais essentiellement de l'économie, mais pas seulement. Hein, mais l'économie d'abord, avec de grandes entreprises américaines tirant profit, évidemment, des exploitations, essentiellement de plantations d'ailleurs à ce moment-là, pour enrichir des entreprises états-uniennes, avec, pour pouvoir exploiter les terres qu'ils avaient mis en coupe réglée, avaient besoin d'un ordre, et que cet ordre était imposé par les États-Unis. Donc ça a été le terme d'impérialisme qui s'est appliqué à ce moment-là, on va dire plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo. Alors, impérialisme et colonialisme, c'est effectivement... ça se recouvre pour partie, on va être quand même d'accord là-dessus. En revanche, dans le colonialisme, il y a plusieurs idées, je crois, dans le colonialisme. Il y a un premier colonialisme des Britanniques sur l'Irlande. On n'est pas dans un impérialisme, on est véritablement dans un colonialisme. On installe des colons. On installe des Anglais, hein, à qui on donne des terres, parce qu'on exproprie les autres et on les récupère, avec l'aide de l'Église, tant qu'à faire, parce que c'est quand même toujours mieux d'avoir un peu un allié dans l'affaire, et on installe des colons. Donc, quelqu'un comme Élisée Reclus, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, géographe anarchiste, absolument anti-impérialiste, mais qui a été favorable à cette forme de colonisation. Il a tenté, en Colombie, hein, dans la Sierra Granada, il a tenté de faire œuvre de colon. Comme il n'était pas doué, il a tout perdu, et c'est son frère qui lui a donné le prix du billet pour rentrer, mais il voulait faire œuvre de colon. Et d'une certaine façon, quand sa fille mariée va en Algérie, il n'est pas contre. Et ils pensent même qu'ils font œuvre de colon, c'est-à-dire mettre en valeur la terre. Et que quand on n'est pas assez nombreux pour le faire, c'est bien que d'autres viennent le faire. Donc il y a cette idée-là dans le colonialisme, idée qui est aujourd'hui totalement effacée. On ne voit plus que dans le colonialisme un peu ce que disait Lénine, c'est-à-dire vous y allez pour vous enrichir vous-même au détriment
des populations que vous allez exploiter. Alors, ce colonialisme-là, il est très lié à l'impérialisme. C'est l'impérialisme avec, j'allais dire, le projet d'être une puissance, et l'une des puissances importantes, qui vous amène à faire œuvre, j'allais dire, de colonisation. Mais vous avez des modèles qui sont très différents. Je rappelle que le démarrage de ce qui sera un peu l'empire britannique du côté de l'Asie sur l'Inde, c'est d'abord des compagnies privées qui s'installent et qui appellent l'État après la révolte des Cipayes, parce qu'ils n'en sortent pas. Et ils ont besoin de l'État pour ça. Et une des choses qui est intéressante sur l'histoire coloniale, c'est que cette colonisation, qui se fait par la conquête, incontestablement, elle se fait avec très peu de monde. Les Britanniques ont conquis l'Inde avec peu de monde et ont géré l'Inde avec peu de monde. Bon, Ibn Khaldoun, oui, on y retombe toujours, tu vois. Mais les toutes petites minorités, mais elles se sont imposées pourquoi? Parce qu'elles ont trouvé localement des gens qui avaient intérêt à la colonisation pour se libérer, soit, dans le cas de l'Afrique, de tribus esclavagistes. Et donc la meilleure façon de sortir des tribus esclavagistes, c'était de s'appuyer sur les colons qui allaient combattre les tribus esclavagistes. Comme vous avez eu les Britanniques qui ont joué sur les zamindars en Inde, c'est-à-dire ceux qui prélevaient l'impôt, en leur disant très habilement, vous garderez une grande partie de l'impôt pour vous. Ah, belle aubaine. Donc bien évidemment, ils ont été des alliés de la conquête des Britanniques au détriment d'une grande partie de la population des Indiens. Enfin, des hindous, si vous voulez, pour ne pas faire de confusion. Hein. Donc, ces colonisations, elles se sont faites en jouant, en sachant utiliser les fragilités qu'il pouvait y avoir localement. Elles ont fait une analyse des rapports de force et d'une certaine façon, elles ont fait une analyse géopolitique qui a permis effectivement de faire des conquêtes sans que ça coûte tant que ça, dans la mesure où elles ont trouvé des alliés qui avaient tout à fait intérêt à ce qu'on installe un autre pouvoir que celui qu'elles étaient obligées de supporter. Alors après, évidemment, il y a toute une autre évolution, et nous gardons aujourd'hui, et c'est dans le cadre d'une analyse géopolitique extrêmement intéressante, l'importance des représentations d'un monde colonial et d'un monde décolonial. La situation de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on y est en ce moment, vous avez un peuple kanak qui a comme projet politique l'indépendance. Les Kanaks sont peuple souverain pour eux. Ils refusent la notion de peuple calédonien. À ceci près que, quand on a installé des bagnards au XIXe siècle, et ils ont fait souche, évidemment, et ils s'estiment faisant partie du peuple. Ils ne sont pas kanaks, ils ne sont pas mélanésiens. Ils sont très souvent européens, ou ils peuvent être indiens, ou autres. Mais ils se sentent peuple calédonien. Et donc, il y a cette fracture de représentation absolument fondamentale entre un peuple kanak qui est démographiquement minoritaire par rapport à un peuple qui se dit calédonien, qui lui est composé de gens qui effectivement sont arrivés à partir du XIXe siècle. Et là, je retombe sur ce que je vous disais au début, c'est le problème de l'antériorité. J'étais là avant, donc c'est à moi. Vous avez mis en valeur, et la question de la Nouvelle-Calédonie est extrêmement intéressante. C'est quoi? C'est 250 000 ou 260 000 habitants. Vous en avez 180 000 qui vivent dans le Grand Nouméa. Donc vous voyez ce que ça représente dans la répartition de la population. Et là, je retombe sur ce que disait Gabriel avec Ibn Khaldoun, les fortes densités, hein, voilà, qui sont indispensables par rapport aux très faibles densités. Est-ce que le peuple kanak, dont beaucoup sont en émigration vers le Grand Nouméa pour travailler, hein, voilà, c'est l'urbanisation parce qu'ils en ont besoin, qui évidemment vont pas se marier qu'avec des Kanaks, mais ils vont tomber amoureux d'une autre mélanésienne qui vient d'ailleurs ou de je ne sais quoi. Donc les représentations de la pureté d'un peuple, c'est extrêmement intéressant,
Parce qu'on peut dire, mais c'est vrai, les Kanaks, il n'y a pas de raison. Mais c'est quoi la pureté d'un peuple? Vers quoi allons-nous quand on commence à discuter de pureté de peuple? Il faut faire attention. Si je peux, avec cette définition, la colonisation israélienne n'est pas une colonisation, alors. C'est plutôt une forme d'impérialisme. Les deux, à vrai dire. Dans un premier temps, si je reviens à mon petit schéma chaldounien, dans un premier temps, vous avez une force violente qui est celle des conquistadores et des masses sédentaires, productives, de population dense, en particulier en Mésoamérique, dans le Mexique d'aujourd'hui. Vous savez que le Mexique représentait à peu près le tiers de la population de l'ensemble du continent américain vers 1500. Hein. C'est de loin la région d'Amérique la plus peuplée, hein, la plus densément peuplée. Et donc dans cette Mésoamérique, les Espagnols font figure de bédouins au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire de violents, face à des populations. Voilà. Simplement, ces populations disparaissent très vite, fondamentalement à cause du choc microbien. Et donc, une colonisation espagnole se met en place à partir de la fin du XVIe siècle, mais elle est extrêmement lente. Hein. On peut penser que les, entre guillemets, autochtones représentent encore la majorité, nettement la majorité même, des populations de l'Empire espagnol d'Amérique vers 1700, 1750. C'est après que les métissages d'abord vont se multiplier. Et aujourd'hui, par exemple, au Mexique, les 2 tiers des Mexicains se définiraient comme métis. Hein. Ceux qui se définissent comme indiens ne représentent plus que 7 à 8% de la population. Et il y en a à peu près un quart, 25%, qui se définissent comme d'origine espagnole ou d'origine européenne. Voilà. Je n'ai pas répondu sur la question parce que vous voyez qu'il est difficile d'y répondre. Hein. C'est-à-dire que vous avez à la fois... Oui. Ah, sur Israël? Ah, pardon, j'avais compris que c'était sur l'Amérique latine. Pardon, excusez-moi. La colonisation israélienne, bah oui, c'est une, au sens où en parlait Béatrice, c'est une colonisation. Oui, c'est-à-dire que vous avez des gens qui occupent une terre, la mettent en valeur et en font leur terre. Je fais juste un tout petit... parce que je ne sais pas si vous... je n'ai pas assisté à la conférence de ce matin, au débat sur la Palestine, le Moyen-Orient. Je fais une toute petite remarque. La géographie d'Israël d'aujourd'hui, dans ses frontières de 1967, c'est celle du monde franc, enfin du royaume franc du Moyen-Âge. Hein. Là, et c'est une partie de la question importante, en particulier pour ceux qu'on appelle l'extrême droite israélienne, qui est souvent une droite religieuse, disons, le royaume d'Israël de l'Antiquité se trouve plutôt sur les terres hautes, c'est-à-dire la Galilée, la Samarie et la Judée, c'est-à-dire des terres dont une partie est israélienne aujourd'hui, depuis 1947-48, mais dont l'autre est ce que nous appelons plus généralement la Cisjordanie. Hein. D'où l'intérêt pour Hébron, par exemple, et pour 1000 autres, parce que là sont les tombeaux des patriarches, etc. Il y a beaucoup plus d'intérêt pour la Cisjordanie que pour Gaza. Gaza, ça ne représente rien sinon un problème pour les Israéliens. Donc voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Bon, c'est non seulement une colonisation, mais c'est une colonisation en marche dans la mesure où le territoire qu'Israël occupe n'est pas le vrai territoire, aux yeux de certains, du royaume d'Israël et du royaume messianique, de celui qui doit arriver pour les derniers jours, car il y a un messianisme évidemment très profond dans cette vision du monde. J'ai répondu à peu près? D'accord. Pour revenir sur la colonisation israélienne, c'est une colonisation dans une stratégie de véritablement contrôle du territoire et d'assurer la sécurité du territoire. C'est donc pas seulement une colonisation de mise en valeur, c'est une colonisation armée, avec l'idée qu'on doit, j'allais dire, agrandir le territoire, ça a été des kibboutz qu'on a installés, etc., de façon à assurer
une sécurité et une défense possible du territoire, puisque tout ce qui est autour est hostile. Donc à partir de ce moment-là, je vais dire, la défense pour l'existence même d'Israël, elle est de conquérir toujours un peu plus et d'occuper le territoire par des colonisations de peuplement, puisque aujourd'hui on est à peu près à il y a un peu plus de 7 millions d'habitants en Israël et on a là-dedans 700 000 colons, hein, à peu près 10%. Bon, donc ça veut dire qu'on a commencé, on va dire dans les années 60, et on est sur une courbe qui est très très ascendante, incontestablement. Donc on est véritablement là dans une colonisation d'exploitation et d'expulsion d'une population qui occupait ces terres. Parce que les bonnes terres, et c'est ce que rappelle Gabriel, c'est celles qui sont à 800 mètres d'altitude. Hein. La Galilée, Jérusalem, c'est à peu près entre 600 et 800 mètres d'altitude, tout ça. Voilà. C'est-à-dire que du coup, vous n'avez pas de malaria. Alors que quand vous êtes sur la plaine alluviale, c'était des plaines qui étaient infestées. Ouais. Et ces plaines infestées, c'est celles-là que les grandes familles arabes, très souvent installées d'ailleurs au sud Liban, ont vendu à des juifs qui sont arrivés s'installer, on va dire à la fin du 19e et au début du 20e, parce que ces terres, elles valaient rien. On y mettait des ovins à paître pendant l'hiver, et certainement pas pendant l'été, parce qu'il y avait la malaria. Donc, on les a vendues. Elles ont été achetées en bonne et due forme, avec des droits de propriété. C'est comme ça que ça s'est fait au départ. Et donc, dans ces représentations du territoire, à la fois ces territoires qui sont bons à cultiver, parce que c'est la culture de l'olivier, c'est la culture du blé, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y pleut, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans une zone désertique. Et à la différence de ce qui se passe sur toute la plaine alluviale, qui était une plaine qui était délaissée à très faible densité de population. Voilà. Juste un petit mot, parce que j'ai l'impression que ce problème israélo-arabe vous intéresse beaucoup. Ce matin, il y avait une conférence de Michel Bussy sur le Rwanda. Peut-être certains d'entre vous y étaient à un certain moment. Et il a fait le rapport, puisqu'il y a aujourd'hui des liens diplomatiques et politiques étroits entre le Rwanda et l'État d'Israël. Les deux, Tutsis du Rwanda, qui dominent aujourd'hui au Rwanda, et juifs israéliens, ont été victimes d'un génocide. Et parmi les éléments de la solidarité, hein, juive comme Tutsi, il y a précisément le souvenir d'une menace d'extermination totale. Il y a un troisième cas, je vous le cite au passage, hein, qui est assez intéressant, qui ne donne pas la même structure belliqueuse, c'est celui des Arméniens, mais il y en a un quatrième qui donne la même structure belliqueuse, c'est celui des Sikhs en Inde. Les Sikhs sont vous savez, c'est une minorité qui est probablement issue de l'islam, qui est probablement au XVIe, XVIIe siècle, une séparation d'avec l'islam, que l'empire musulman des Moghols a essayé d'exterminer comme une minorité apostate. Il n'a pas réussi, et cette minorité que vous n'avez pas réussi à exterminer est devenue une minorité guerrière précisément parce que pour se défendre, elle a dû adopter des mœurs guerrières en quelque sorte. Et depuis justement la révolte des Sipais dont vous parlez, Béatrice, 1857-58, les Sikhs, en particulier les Pendjabis en général, puisque ce sont des populations de langue Pendjabi, les populations sikhs, ont été la base de l'armée des Indes, hein, de l'armée du Raj britannique. Voilà, nous allons obliger d'en arrêter là, parce qu'on a dépassé le temps. Merci beaucoup, merci pour ces présentations brillantes, passionnantes. On peut leur applaudir, vraiment, c'était... Voilà. Et je voudrais aussi remercier, au nom du FIG, le FIG se fait aussi avec des partenariats, et cette table ronde a été organisée en partenariat avec la Société de géographie qui
promeut la géographie en France et c'est très important. Vous avez un stand au Salon du Livre qui est l'un des plus grands stands du salon et qui est très très beau. Allez le voir, c'est magnifique. Et donc merci aussi à la Société de géographie qu'on peut applaudir.